Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. Sans s'en rendre compte, quand on se connecte à ChatGPT, on traverse l'Atlantique plusieurs fois en quelques secondes. Et donc ça, c'est aussi un enjeu sur lequel on peut facilement jouer en considérant des modèles qui peuvent être locaux. En termes d'impact, les impacts ne sont pas les mêmes si on a quelque chose qui tourne en France et quelque chose qui tourne aux États-Unis. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'INRIA à Villeneuve-d'Ascq avec Romain Rouvois qui est professeur au département d'informatique de l'Université de Lille. Bonjour Romain. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter, nous présenter également ton équipe de recherche ? Oui, pas de souci. Donc Romain Rouvois, je dépends du département informatique de l'Université de Lille et je suis membre d'une équipe projet INRIA qui s'appelle Spirals. Donc l'équipe projet Spirals s'intéresse à ce qu'on appelle les sciences du logiciel. Donc on étudie les logiciels sous toutes leurs formes, des logiciels qui sont de plus en plus répartis à travers le monde, et puis des logiciels qui utilisent un certain nombre de nouvelles technologies et par exemple l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, au carnet de l'IA, on est là pour en parler. Alors la thématique de notre épisode aujourd'hui sur laquelle on souhaitait pouvoir échanger avec toi, c'est la consommation énergétique de l'intelligence artificielle. On a entendu parler récemment beaucoup de la vague des starter packs qui ont été faits, semble-t-il, à plus de 700 millions d'exemplaires dans le monde, avec à chaque fois quelques litres d'eau et quelques watts d'énergie. Quelle est la réalité derrière ces chiffres et d'une manière plus générale, quelle est la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui sur la consommation énergétique de l'intelligence artificielle ? Alors, généralement, quand on parle de consommation énergétique de l'intelligence artificielle, l'IA en soi ne consomme pas. La réalité, c'est le matériel qui est derrière cette IA. Donc, typiquement, dans nos travaux, nous, c'est ce qu'on regarde. On regarde les logiciels qui n'ont pas de matérialité en soi, mais qui sont déployés dans des infrastructures qui vont, elles, consommer. Donc, les serveurs et les data centers, d'une manière. Exactement. Donc là, on parle clairement de ces data centers, ces fameux data centers, qui se construisent encore et qui ont un certain succès actuellement. On en entend beaucoup parler. Et donc, généralement, ce sont ces data centers, qui vont avoir tendance à consommer de l'énergie. Et donc, on va avoir des data centers qui sont déployés à peu près partout dans le monde avec des consommations assez différentes, des technologies aussi assez différentes qui peuvent être utilisées justement pour optimiser la consommation d'énergie, mais aussi la consommation d'eau. Donc, quand on parle d'eau, en effet, c'est à ça qu'on fait référence, au refroidissement de ces fameux serveurs. Donc, c'est ce qui va consommer de l'eau. Voilà. C'est la technologie la plus utilisée au jour d'aujourd'hui pour refroidir les serveurs avec soit du refroidissement actif via de l'air conditionné, voire même des technologies plus passives en boucle fermée où on a du refroidissement liquide. On a un acteur dans la région qui s'appelle OVH Cloud qui est assez connu pour ce type de technologie et qui justement va chercher à réduire la consommation d'eau. Donc on voit que ce sujet de l'eau, au-delà de la consommation énergétique, prend de l'ampleur aussi quand on parle d'impact environnemental du numérique et des IA. On voit qu'il y a eu des épisodes justement avec aux Pays-Bas un data center de Microsoft qui avait annoncé une consommation de l'ordre de 10 000 mètres cubes d'eau par an et qui en réalité en consommait 80 voire 100 000. Ah oui. Donc c'était pas du tout pas du tout la même histoire. Derrière, ça a eu des effets un peu boule de neige aux Pays-Bas. Il y avait des acteurs comme Meta qui avaient prévu de s'installer, qui ont finalement fait machine arrière parce que ils avaient peur de subir le même défaut. Donc au jour d'aujourd'hui, on en est là. On est de plus en plus capable de mesurer ces choses-là. Donc les acteurs sont pressés pour justement pouvoir modéliser leurs impacts environnementaux. Dans les data centers, il y a un indicateur qui s'appelle le PUE pour Power Usage Effectiveness qui permet justement de qualifier à quel point un data center va être capable d'optimiser son fonctionnement pour réduire sa consommation d'énergie. D'accord. Donc un PUE d'un data center moyen, on va dire c'est entre 1,3 et 1,5. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour 1 watt mis dans un serveur qui est hébergé au sein de ce data center, il va avoir 1,5 watts consommés par le data center en sortie. Donc ça permet de voir quel est le surcoût
du fonctionnement du data center pour sa consommation. La question qu'on peut se poser, c'est qu'avec le développement à grande vitesse finalement de l'intelligence artificielle générative, qui est passé du grand public maintenant de plus en plus à un usage en entreprise, je lisais un chiffre évidemment farfelu qui disait que dans quelques années, 99% de la production annuelle d'électricité mondiale serait utilisée par l'IA. Quelle est la réalité que les scientifiques peuvent mettre derrière ces chiffres? Et est-ce qu'on a des projections peut-être plus réalistes par rapport à ça? Alors, je pense qu'il y a en effet, il y a à la fois une grande peur que la consommation soit majorée par ces besoins de l'IA et que l'IA phagocyte toute la consommation énergétique. Dans la réalité, on voit quand même justement par ces effets d'optimisation et de secteur des data centers qui est très actif sur le sujet, on voit qu'en fait les courbes n'explosent pas au jour d'aujourd'hui. Oui. Mais ça va de pair avec justement des adoptions, des nouveaux usages qui émergent et qui à chaque fois rechallenge justement ces choses-là. Donc c'est des allers-retours en fait entre les utilisateurs, les usagers qui s'emparent de la technologie. Et en effet, on voit que sur ces nouvelles technologies, il y a une adoption de plus en plus rapide. C'est de plus en plus facile de déployer des services logiciels. Donc un chat GPT, on arrive à le déployer très vite. Là où il y a peut-être quelques années, ça aurait pris beaucoup plus de temps à le faire percer. Et donc ça génère de nouveaux challenges pour les acteurs qui doivent justement être capables de s'organiser pour pouvoir répondre à cette demande. Ce qu'on voit aussi, c'est des acteurs comme RTE qui fournissent l'énergie, donc c'est un réel challenge aussi pour eux. Ils sont en train aussi de s'organiser pour plus être dans un mode de réponse, de réactivité par rapport à des demandes des data centers qui voudraient s'installer par exemple en région parisienne et qui poseraient des problèmes vis-à-vis d'une autre demande pour le reste de la population, mais de pouvoir orienter justement ces demandes vers des sites où ils sont capables d'alimenter à hauteur d'1 gigawatt. C'est typiquement là un des projets qu'il y a sur Cambrai d'installer un data center de l'ordre d'1 gigawatt. 1 gigawatt, c'est pas loin d'être une partie importante d'une tranche de centrale nucléaire. Alors c'est une tranche de centrale nucléaire, c'est l'équivalent d'une demande pour une usine qu'on pourrait avoir. Et du coup, on arrive sur ce genre de demande et donc c'est orienté vers des sites qui sont capables de recevoir cette demande. Puis il y a aussi par rapport aux problématiques d'eau que j'évoquais, être aussi capable d'alimenter en eau sans avoir d'effet de bord sur l'environnement. D'accord. Mais on peut se poser aussi la question de l'évolution des algorithmes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des projections sur la base d'une technologie existante, les LLM, avec du deep learning, avec des GPU. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les laboratoires de recherche, on a déjà identifié les futures générations d'algorithmes? Et est-ce que les architectures informatiques nécessaires seront les mêmes? Et est-ce que finalement, les besoins de data center aujourd'hui mis sur la table sont adaptés par rapport à ces évolutions? Alors, justement, oui, clairement, dans les laboratoires, on se pose aussi ces questions-là. On essaye de travailler sur mesurer justement le coût de ces différentes technologies dans les phases d'entraînement comme dans les phases d'inférence, et puis de voir quelles sont les optimisations qu'on peut mettre en place aussi dans les infrastructures logicielles, par exemple de la quantisation sur les modèles, pour voir quels sont les effets positifs. Est-ce qu'on peut recommander aussi quels sont les usages qu'on peut faire des modèles qu'on en tire, et du coup de pouvoir mieux orienter aussi les acteurs qui s'emparent de ces technologies pour promouvoir justement des modèles un peu plus évolués, un peu plus efficaces du point de vue énergétique. Clairement, ça a aussi des intérêts pour les acteurs d'un point de vue FinOps, de pouvoir aussi réduire leurs coûts, parce que opérer ce type de modèle, c'est pas non plus anodin. Et donc l'idée, c'est d'avoir plutôt une démarche gagnant-gagnant en disant, justement, en adoptant des pratiques plus vertueuses d'un point de vue environnemental, vous allez aussi y gagner dans la qualité de vos résultats et puis dans le coût d'opération de ces infrastructures. Ok, très bien. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Romain, alors j'ai une question. Si une entreprise cherche environnementale, comment est-ce qu'elle peut faire pour rester vertueuse ? Alors, ce qui est intéressant dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans, je l'ai dit, des services qui sont distribués à travers le monde. Donc, les LLM n'échappent pas à cette règle, c'est-à-dire que sans s'en rendre compte, quand on se connecte à ChatGPT, on se connecte à des serveurs. On traverse l'Atlantique. Voilà, on traverse l'Atlantique plusieurs fois en quelques secondes. Et donc, ça, c'est aussi un enjeu sur lequel on peut facilement jouer en considérant des modèles qui peuvent être locaux. Donc, on est capable de déployer des petits modèles. Donc, beaucoup de modèles sont dits en open source, en libre accès. C'est-à-dire qu'on peut télécharger le modèle sur un site type Hugging Face.
C'est ça. et l'installer sur un ordinateur dans ses locaux. Exactement. Donc, on a plein d'outils maintenant qui sont disponibles librement et on peut, en quelques clics, installer un LLM directement sur sa machine ou sur un serveur de l'entreprise pour faire en sorte d'éviter déjà d'avoir à payer d'une part ses coûts réseau de transfert de requêtes. Donc, on peut aussi gagner en termes de performance parce que le LLM sera juste à côté de nous, donc il répondra un peu plus vite. Et puis, en termes d'impact, les impacts sont pas les mêmes si on a quelque chose qui tourne en France et quelque chose qui tourne aux États-Unis. Donc, typiquement, ça a aussi un effet sur ces impacts. On utilise de l'énergie nucléaire quand c'est en France, alors que c'est du charbon quand c'est aux États-Unis. Typiquement, voilà. D'accord. Mais est-ce que ça ne nécessite pas des compétences techniques très pointues de faire cette installation Alors non, c'est devenu de plus en plus accessible. Il y a des outils comme Ollama qui permettent de, comme je le disais, sur n'importe quel ordinateur, télécharger un exécutable, le faire tourner, choisir son modèle et puis commencer à interagir avec ce modèle. D'accord. Donc là aussi, il y a une facilité d'appropriation des outils qui fait que les gens peuvent assez vite faire tourner leur propre modèle en interne. Ce qui est aussi intéressant de dire, j'ai peut-être peur que les informations fuitent à l'extérieur de mon entreprise et du coup, je préfère les conserver dans la sphère de l'entreprise. Il y a un côté souveraineté et confidentialité qui est plus garanti. Ouais. D'accord. Et pour le grand public, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques peut-être à adopter par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle générative ? Alors, peut-être ne pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que des fois, ça vaut le coup de réfléchir un petit peu avant de formuler la requête. Je pense que c'est aussi important de pas être dans la sursollicitation justement de ces IA, de pouvoir maîtriser et de maîtriser aussi le résultat. C'est-à-dire que on parle d'IA générative, donc des modèles qui restent un peu probabilistes. On vous propose du contenu, mais à la fin, il faut que les citoyens aient bien conscience que le contenu est du contenu généré et qu'il faut qu'ils conservent le contrôle. Donc ça, faut surtout avoir beaucoup de recul sur ce qui est produit et du coup de bien travailler là-dessus. Et puis, on le voit, l'adoption de ces modèles génératifs, ça fonctionne beaucoup par itération. On parle d'ingénierie du prompt avec de l'affinage du prompt pour réussir à produire le résultat qu'on attend. Et donc c'est là aussi où il faut être vigilant, justement, à peut-être bien réfléchir à la requête qu'on veut poser, à bien la formaliser pour éviter ces différents allers-retours que j'ai évoqués tout à l'heure et essayer de produire un résultat correct du premier coup. On disait avant l'intelligence artificielle qu'il fallait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Finalement, ça reste vrai avec le prompt. Ça reste vrai, je pense. Encore plus vrai, oui. D'ailleurs, dans la presse, on voyait récemment que OpenAI conseillait de ne pas dire merci à ChatGPT, justement, pour pas générer des requêtes supplémentaires. Typiquement, ouais. D'accord. Ok, super. Merci pour ces réponses et ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Romain, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'il existe des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont un effet positif sur l'impact environnemental ? Alors oui, on sait en tout cas des effets moindres sur l'impact environnemental. Je pense qu'il y a pas mal d'algorithmes qui ont été conçus par le passé et qui répondaient déjà à certains besoins avec des éléments de qualité aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure sur l'IA générative, on a potentiellement besoin de plusieurs itérations pour produire le résultat et on a d'autres modèles qui étaient capables de produire du résultat dès le premier coup. Donc le danger, c'est de croire que cette IA générative est la réponse à tous les problèmes et d'oublier quelque part qu'on a d'autres solutions qui ont fait leurs preuves, qui ont certaines propriétés, qui sont capables d'apporter certaines garanties dans les résultats qui sont produits, et de considérer que maintenant tout se passe au travers d'un LLM ou d'une IA générative. Donc ça, c'est des modèles qui peuvent être statistiques. Enfin voilà, on sait faire un certain nombre de choses. D'accord. Les enjeux, c'est de bien comprendre quels sont les besoins, quelles sont les attentes, quelles sont les données que les acteurs ont à leur disposition. Parce que c'est aussi un des gros enjeux derrière l'IA, qui est de savoir quels sont les viviers de données dont on dispose. Est-ce qu'on veut se reposer sur ces données auxquelles on fait confiance ? Est-ce qu'au contraire, on cherche à s'ouvrir à d'autres données ? Et à partir de là, de choisir la bonne IA quelque part pour pouvoir répondre aux besoins qu'on a. Donc ça nécessite aussi des expertises. Oui, ça m'inspire un article sur lequel je suis tombé assez récemment de ArcelorMittal dans les années 90, donc ça remonte à bientôt 30 ans, qui avait développé un système expert justement pour assister les opérateurs dans les hauts fourneaux pour régler, en fait, pour avoir la bonne qualité, mais avec une consommation d'énergie très moindre, et ça tournait sur un simple PC de bureau. Et donc là, on gagnait, pour quelques watts d'électricité consommée, plusieurs dizaines de mégawatts en fait d'énergie économisée. Tout à fait. Donc il y a tout le côté bénéfice aussi de l'IA, à part sur d'autres domaines, et ça faut pas l'oublier non plus. Ça peut être d'une grande aide, mais c'est vrai que nous, une partie de nos travaux sur lesquels on s'oriente maintenant, c'est de considérer ce qu'on appelle les limites planétaires et du coup de faire du logiciel sous contrainte, qui sont plus des contraintes technologiques comme on les a connues par le passé, parce qu'on voit bien que la technologie évolue très vite, mais plus des limites environnementales et de se dire comment on peut faire mieux avec moins
Donc moins, c'est moins de ressources. Et du coup, ça nous challenge, comme on l'a dit tout à l'heure, sur faire des modèles qui intègrent certaines optimisations, voire choisir les modèles les plus adéquats pour pouvoir produire le même résultat, voire un meilleur résultat, mais en se mettant des contraintes, des challenges sur utiliser moins, je sais pas, un Raspberry par exemple, pour opérer une infrastructure sans forcément chercher un serveur avec un gros GPU pour le faire. Passionnant, donc comme quoi l'histoire de l'intelligence artificielle n'a pas encore été écrite entièrement, loin de là, et c'est tant mieux. Merci beaucoup Romain Rouvois pour ces éléments de témoignage. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.